Je ferai probablement pas d'autres prises pour cette vidéo. Elle sera non filtrée, telle qu'elle. La photo que tu vois sur la vignette, c'est moi, l'été 2013, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Fracture de la rotule, ligament croisé ménisque. 3 opérations chirurgicales, 1 an et demi à l'hôpital. J'étais officier de l'armée française. Comme mon genou, mon rêve n'est de partir en fumée. Cet homme-là, qui est sur la table, qui est à moitié en train de suffoquer, parce qu'on lui a mis littéralement des trucs dans le nez pour qu'il puisse respirer, à cause de la morphine qu'on lui a donnée. Cet homme-là que tu vois pris en photo par sa mère, par sa propre mère, bah cet homme-là, il est mort en fait. Je l'ai tué. Je l'ai tué 1 milliard de fois. Et je recommencerai encore s'il y a besoin. Parce que j'ai compris une chose. C'est que cette personne-là que j'étais, qui m'a servi jusqu'à un certain moment dans ma vie, elle ne m'est plus de service aujourd'hui en fait. Et c'est ça la leçon que je vais te donner dans toute cette vidéo. C'est très simple. C'est que la personne que tu es actuellement, elle n'a aucune chance de réussir. Tes chances de succès sont nulles. Donc il y a 2 moyens. Soit abandonner, soit te changer. Et comme les métaux les plus solides sont les alliages les plus forts, sont forgés dans les entrailles de la Terre à des pressions inimaginables, des températures titanesques, infernales, tu dois faire la même chose pour toi. Tu dois te faire passer à travers ce rite de passage sans pitié. Mais en même temps, il doit y avoir une dimension progressive dans tout ça. Tu peux pas t'arriver et dire je veux faire je gagne rien, ou je gagne un SMIC, ou je gagne je sais pas moi, je suis au RSA, et là te dire je veux 10 000 euros par mois, je veux 100 000, non, tu peux pas. En fait, ton esprit n'est pas prêt pour ça. Ta psyché, ton mental n'est pas prêt pour ça. Tu dois d'abord faire les étapes une par une. D'abord, te montrer à toi-même que tu peux être payé, par exemple, je sais pas, 50 $ de l'heure, 100 $ de l'heure, 100 € de l'heure. Puis ensuite, que tu peux faire 1 000 $, 1 000 € en une transaction, puis 2 000, puis 5 000, etc. Comme lorsque tu fais des répétitions au sport pour devenir plus fort, bam, et bench plus, comme je montre dans mes vidéos. Tu dois faire la même chose dans ta vie professionnelle. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux cliquer dans la description, il y a un drive avec beaucoup de livres dessus. Et franchement, je te conseille de les lire parce que c'est extrêmement important. Que ce soit les gens qui sont riches aujourd'hui, ils sont passés par là, ils ont lu énormément. Les gens qui ont le plus de succès, ils ont lu énormément. Tu ne peux pas en fait faire l'économie de lecture. Première leçon de cette vidéo, si je devais distiller ça en plusieurs leçons, mais la première leçon, ça serait apprends à lire. Apprends à lire, apprends à lire et apprends à prendre des notes. Tu prends un carnet et tu notes. Et tu répètes pas des phrases, tu surlignes pas comme les zozos là qui sont en école de commerce, qui disent ah tiens je vais surligner tout mon cahier comme ça va être cool, il va être toutes les couleurs comme un sapin de Noël. Non. Tu prends, ok, quelle est l'idée essentielle de ce paragraphe, quelle est l'idée essentielle de ce chapitre, et boum tu l'écris. Tu l'écris dans ton livre, tu l'écris dans ton carnet, tu l'écris dans ton journal. Et là tu fais ça. Comment ton futur toi peut-il utiliser ce savoir plus tard? Littéralement, là, t'es en train de mettre de l'argent en banque, en fait. C'est ça que je te dis. Et tu vas encaisser les intérêts plus tard. Première chose, savoir lire. Deuxième chose, savoir communiquer. Je pense que c'est le plus important, en fait. C'est d'avoir la... Communiquer, c'est viscéral. Là, moi, j'ai pas de script, là. Je veux pas mettre de script. Je veux juste te dire que j'ai pensé à des choses qui me sont venues. Et il fallait que je les sorte de ma poitrine. Et elles vont venir comme elles vont venir. Là, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Avant, j'étais que l'épave de moi-même. Et là, depuis quelques mois, bientôt un peu plus d'1 an, bientôt 2 ans, j'ai des hommes qui comptent sur moi, des hommes qui me regardent et qui disent « Ok Thomas, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi ton avis dessus ?» Littéralement, à l'instant, j'avais un gamin de 13 ans, qui a du succès, qui a fait un TED, etc. Et il me demandait « Ok Thomas, lorsque je fais du sport, et est-ce que je brûle du muscle, etc. Bah, je te demande ça à toi parce que t'es l'autorité en la matière. » Et c'est ça en fait. C'est ça aussi je disais communiquer. C'est montrer que tu communiques ta compétence en fait. Parce que t'as plein de gens qui vont savoir plein de choses, qui seront incapables de le transmettre. Ou qui sont incapables de signaler qu'ils sont compétents dans telle chose. Et ça c'est le plus important. C'est pour ça que la première chose c'est lire. Et à travers la lecture, il y a l'observation.
il y a la contemplation, il y a la réflexion. Parce que tu vas lire sur ce que tu as vécu. Tu vas lire aussi des choses que tu n'as pas vécues. Tu vas réfléchir à ce que tu as vécu. Tu vas réfléchir sur ce que tu as lu. Et tu vas te dire, comment vais-je faire pour en tirer le meilleur parti? Communication ensuite. Je disais, ça vient du cœur. Je dirais que ça vient du cœur parce qu'il y a un objectif derrière. Mon objectif le plus fort, je dirais, c'est d'aider les hommes, c'est de redorer le blason de la masculinité, en fait. Aider les hommes à redevenir des hommes. Et moi, je vais juste te dire, en fait, ce qui me passait par la tête. Et tu me diras si ça résonne de toi. Lorsque tu te balades dans la rue et que tu regardes dans les yeux des gens, les yeux des hommes, des femmes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois du mépris dans les yeux des femmes pour leurs hommes, ou de l'indifférence, ou un petit peu d'intérêt, mais parce qu'il leur a acheté un truc récemment, etc. Il n'y a même plus d'étincelles sexuelles, en fait. Il n'y a plus de polarisation. On est dans une société dépolarisée. Et le pire d'une société dépolarisée, c'est quoi? Et je le disais dans ma précédente vidéo, c'est lorsqu'il y a des femmes qui vont montrer aux hommes comment se comporter avec des femmes et comment être des hommes. Ça, je dirais, c'est le summum. En fait, c'est comme s'il y avait une pièce de théâtre et on regardait les hommes faire semblant d'être des hommes, en fait. Et regardez, je suis un homme. Je fais ça. Non. Non. Être un homme, ça se vit. Et je vais te dire pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai un ami à moi, il s'appelle Pierre. C'est vraiment un très bon ami, je le connais depuis 15 ans. J'étais avec lui au lycée militaire, j'étais avec lui à Saint-Cyr, j'étais avec lui à son premier mariage, j'étais avec lui à son deuxième mariage. Bref, il sait qu'il peut compter sur moi. Il peut tellement compter sur moi, il sait qu'il peut tellement compter sur moi qu'il peut... S'il me demande d'être une témoin pour un troisième mariage, il sait que je serai là. Je dois dire, Pierre, je t'avais prévenu. Non, je plaisante. Ce que je veux dire. Moi, je lui souhaite que son mariage réussisse. Et comment je peux l'aider à faire que son mariage réussisse? C'est en lui donnant tous ces conseils que je vais te donner. En lui montrant qu'en fait, ce que c'est qu'être un homme. Et pourquoi je pense à lui? Parce que, il y a quelques années de cela, il est parti en opération en Afrique. Donc il est capitaine dans l'armée française. Et j'ai été confronté à la pensée, juste comme ça, qu'il se pourrait qu'il ne revienne pas. Juste comme ça. Et dis-toi en fait que cette pensée que j'ai eue, que peut-être t'auras jamais de ta vie parce que tu te dis pas que les gens ils vont partir, ils vont mourir au combat dans ton existence, dans ton entourage, c'est une pensée qu'avaient au quotidien tes ancêtres. Tes ancêtres vivaient avec le danger permanent que leur lignée allait s'éteindre. Que leurs amis allaient mourir, qu'il y avait des barbares, qu'il y avait des bandits, tout ce que tu veux. Oui, ensuite on a créé des sociétés, on s'est organisé, etc. Il y avait toujours des malfrats, il y avait toujours des gens moins bien intentionnés, il y avait toujours des invasions, il y avait des guerres, etc. Et on vit dans une société aujourd'hui où on est anesthésié, on est endormi. On nous a mis un tampon de chloroforme en fait, et on est comme ça. On respire à moitié, on vivote. On est comme ça. On est mort. On est mort vivant. C'est ça en fait, être mort vivant. T'es déjà mort en fait, mais ton corps il continue de vivre. Donc moi c'est pas du tout ce que je voulais vivre en fait. Et comme tu peux le voir sur la photo, j'ai un peu changé par rapport à ça. Quand mon ami est parti en opération, je lui ai dit prends soin de toi Pierre, vraiment. Et je pense que lui, il a senti aussi qu'il y a quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. Qui s'est créé, soit lui avec ses hommes, mais simplement au fait que je lui ai dit, je veux que tu reviennes en vie en fait. C'est ça que je lui ai dit ça. Et une citation qui est apocryphe, David Goggins par exemple, il l'attribue à Héraclite, mais c'est pas Héraclite, c'est pas du tout héraclitéen. Les fragments d'Héraclite sont beaucoup plus épars. Là c'était trop structuré. Mais c'était probablement, je veux dire, un général américain du deuxième moitié du 19e siècle. Un truc comme ça probablement. Mais parce que dans la formulation même britannique. Et il disait en fait, sur 100 hommes que l'on m'amène, 10 ne devraient pas être là. 80 sont des cibles. 9 sont des combattants. Et nous avons la chance de les avoir, car ce sont eux qui vont faire le gros du combat. Et un est un chef. Et c'est lui qui ramènera
tous les autres en vie à la maison. Et c'est ce que je lui ai dit à mon ami en fait. Je lui ai cité cette citation. Il est revenu en vie. Il est revenu en vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il est sur le bon chemin. Même s'il lui reste encore beaucoup de traumas à guérir, etc. De blessures, de pardon à faire. C'est ça. Un autre élément important, je pense, qui est à comprendre ici. J'espère que j'enregistre. Ouais, j'enregistre. Je le disais, c'était sans filtre. Hein. Je n'ai même pas vérifié si j'avais lancé l'enregistrement. C'est quand, je vais te poser la question, c'est quand la dernière fois que tu as créé du désir sexuel chez ta femme? Ou chez une femme? C'est quand la dernière fois que tu as vu le désir dans l'œil d'une femme? Le désir charnel. Le désir de te bouffer. Non mais vraiment, c'est quand la dernière fois que tu as vu ça? D'une femme qui te regarde et qui sait qu'elle va t'avoir au dîner ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Car j'avais dit ça dans ma vidéo sur le consentement et l'avortement et le mariage et tout ça, mais bref. C'est que le véritable consentement, en fait, il n'y en a pas besoin de le dire, en fait. Parce qu'une femme qui désire un homme et un homme qui désire une femme, en fait, dans les mesures, ok, éclairées, etc., dans le rapport du désir, dans le respect aussi des... Parce qu'il y a des tabous, et je préfère mettre quand même des encarts ici, voilà, des écartages, tout ça, etc. Non, lorsque c'est un homme consentant et une femme consentante, il n'y a pas besoin de dire je consens. C'est juste ça en fait. C'est une dimension acceptée en fait, du désir. Mais ça, moi je te dis, c'est quand la dernière fois que t'as fait rugir de plaisir une femme? C'est quand la dernière fois que tu as pu lui faire ce que tu voulais, quoi? Et je donnerai pas de détails explicites parce que on est encore sur YouTube, etc. Et je sais pas où est-ce qu'elle pourrait finir cette vidéo, mais c'est quand la dernière fois que tu as pu être un homme au lit? Parce que, écoute bien ce que je vais te dire. Et là, je pense, tu vois, ça va changer ton regard sur toute l'existence. Mais déjà, je pense que tu as une petite idée de tout ça, donc je m'en doute. C'est qu'un homme, en fait, il y a une cohérence dans son comportement. C'est-à-dire, s'il est soumis à l'extérieur, il sera soumis à l'intérieur. S'il est soumis dehors, il sera soumis devant, etc. Après, il va y avoir des moments où il va se rebeller. C'est-à-dire, il va pas oser se rebeller en public, mais parfois en privé, il va battre sa femme, etc. Mais un homme qui bat sa femme, c'est littéralement... C'est le symptôme le plus fort d'un homme qui, en fait, est soumis à sa femme, en fait. Parce qu'il a peur du regard de sa femme, il supporte pas le regard de sa femme, donc il est obligé de la violenter. Il supporte pas le jugement inquisiteur de la femme, de l'attente féminine sur ce que devrait être un homme, en fait. Il refuse ça. Et donc il préfère étouffer. Ou alors boire de l'alcool. Ou alors n'importe quoi. Dépenser son argent. Pas élever ses enfants. Purée les gars, combien de malheureux ont été faits à cause de ça? À cause de pères absents. Moi le premier. Mon père c'est très simple. Père Gaston Mayer, médecin, né en 58, 22 février 58. Son père, Gabriel Mayer, c'était un Indo-Chinois en fait. C'est-à-dire que père français et mère indo-chinoise. Et en fait, c'est un des premiers enfants à être né en Indochine. Je vais te le faire très simple. Mon père a perdu son père, qui a quitté sa famille en fait, lorsqu'il avait 17 ans. Et en gros, toute sa vie, il a cherché son père en fait. Et mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reproduit finalement le schéma familial. Il a abandonné notre famille comme son père avait abandonné sa famille. Et sauf que mon père n'a jamais guéri de ça en fait. N'a jamais guéri. À 63 ans, il était encore à la pornographie. Il n'y avait plus de contact avec ses enfants. Je peux te dire que ça te fait beaucoup réfléchir. Et donc,
Cette vidéo, je pense que je la publierai pas. Ouais. Ah.